Hello, my wine lovers, and welcome to this new episode of the Winemaker Show, this time with Anthony Apollo. Exceptionally, this episode has been recorded in French, but you can always activate the English subtitles on YouTube, or you can also visit our website, winemakershow.com. If you don't understand French at all, don't worry, I'll see you again in 2 weeks in English for sure. You can trust me. I wish you pleasant holidays, pleasant listenings. See you soon. Bye bye. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On est au château de Lussac. On est dans une des bibliothèques du château dans la bibliothèque du château de Lussac. Peut-être qu'il y en a qu'une en l'occurrence. Il y a beaucoup de pièces, mais une bibliothèque. C'est un plaisir de venir à ta rencontre aujourd'hui, de découvrir aussi Lussac parce que c'est la première fois qu'on est à Lussac. Donc merci beaucoup pour tout ça. On va parler de plein de choses parce que vous êtes un groupe dynamique et dans lequel il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Donc moi, je suis Anthony Apollo. Je suis directeur général du groupe Sarment Vignoble. Aujourd'hui, on vous accueille sur le château de Lussac, qui fait partie du groupe Sarment Vignoble. J'ai 49 ans et je suis issu d'une famille de vignerons, 6e génération, de Saint-Émilion. Alors justement, donc, issu d'une famille de vignerons, t'as grandi dans les vignes ? Oui, tout à fait, j'ai grandi depuis mon plus jeune âge dans les vignes. Mon plus vieux souvenir est à l'âge de 5 ans où ma famille m'amenait avec elle dans les vignes pour les travaux viticoles, les travaux pédestres, on va dire. Et t'as toujours voulu faire du vin ou justement à l'époque c'était présent, mais ça te stimulait pas tant que ça. Alors, étant enfant, c'était très présent, puisque mes deux côtés de famille sont issus du monde viticole, père du côté de mon père et du côté de ma mère. Ça a toujours été présent, mais c'est vraiment à l'âge de 14 ans où les études classiques, je m'ennuie un peu, je pensais à d'autres choses. Déjà à l'époque, j'étais assez attiré par la nature. Et c'est là où un matin, je me suis réveillé, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'être vigneron, viticulteur et de faire du vin. Et donc là, tu dis ça à tes parents à 14 ans. Bon, forcément, ils devaient être contents. Alors forcément, ils étaient contents, mais pas tout à fait. Ah ouais. Parce que mes parents, étant issus du monde du vin, connaissent que le travail est dur et exigeant, mais ils ont de suite mûri l'idée et ont commencé à m'accompagner effectivement sur des sujets un peu plus précis du monde de la viticulture pour bien que je me fasse une idée de ce qu'était le métier. Et donc comment ça se passe pour un jeune de 14 ans qui souhaite travailler dans le vin ? C'est quoi ? Tu fais un vitiono, non ? Alors oui, tout à fait, alors à 14 ans, je continue mes 2 années jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans, je commence à partir pour faire un bac effectivement en vitiono pour m'immerger dans la viti. Je pars aussi faire mes stages et d'apprentissage dans d'autres propriétés, dans d'autres appellations comme le cognac. Ah, chouette. Ou la Champagne. Donc ça m'a ouvert aussi l'esprit assez rapidement. Après, j'enchaîne avec un BTS et pour finir avec des études d'ingénieur agro. Voilà, le parcours. Donc tu nous as dit aujourd'hui, donc tu as 49 ans. Quand on discutait tout à l'heure, tu nous disais que tu as rejoint le groupe il y a 6 ans, 7 2018. 2018. Tu n'étais pas un groupe à l'époque Donc où il y avait tout à fait presque 10 ans. Il n'y avait qu'un château à l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ce diplôme d'ingénieur et il y a 10 ans ? Alors, ce qui s'est passé, beaucoup de choses. J'ai intégré donc la propriété familiale très très vite, à l'âge de 22 ans, après mes études, et je me suis beaucoup investi et je me suis aussi rendu compte que travailler en famille était assez compliqué, on va se dire. Effectivement, et donc une idée a mûri aussi, doucement, mais en me disant que j'avais envie de faire d'autres projets. J'avais envie effectivement, je voyais la viticulture différemment déjà à l'époque, dans certaines tâches ou certains projets. Donc j'ai mûri une idée au bout de 3 ans, travailler en famille, 4 ans même, où je me suis dit, j'ai envie de faire d'autres expériences. Ça a été un peu compliqué au niveau familial, d'annoncer ça, mais je désirais voler vraiment par mes propres ailes et me faire mes propres expériences et pouvoir aussi apporter vraiment ma touche personnelle dans ce que j'aimais faire et dans ma passion qui est le vin
et la vigne. Voilà, donc je suis parti sur un groupe de propriétés où il y avait 3 propriétés, donc un Pomerol, un Saint-Émilion Grand Cru classé et un Lalande de Pomerol. Et je suis devenu donc chef de culture, plus après avec de la gestion de la propriété, un rôle de directeur. J'ai fait pas mal de rencontres à cette époque-là, avec des consultants, des conseillers. J'ai pu aussi mettre des projets en marche, tels que l'onotourisme, qui à l'époque, donc c'était en 2007, n'était pas du tout Ouais, c'était très jeune, ouais, au goût du jour, C'est voilà. quelque chose que tu avais vu en Champagne, C'est donc quelque chose que j'avais vu effectivement en Champagne et que j'avais aussi entrevu en Cognac. À l'époque, dans mes stages, le Cognac c'était assez diversifié pour accueillir des personnes, passer des week-ends, qui étaient les prémices des chambres d'hôtes. Donc c'est quelque chose que j'ai développé qui a bien fonctionné et dans ce parcours, qui a duré, 5 ans, donc j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie, de m'établir à mon compte et de devenir, consultant, dans le monde du vin. Voilà. OK, et donc ensuite tu es devenu, ce consultant, sur quoi? Sur toutes les parties de gestion Sur d'un toutes vignoble? les parties de la gestion de propriété avec une particularité où, je suis conseiller phytosanitaire, donc tout ce qui est, en rapport avec les traitements, de la vigne, la santé de la vigne, la bonne santé de la vigne, pour moi c'est très important. Hem, Au jour d'aujourd'hui, on comprend et on le sait que il faut qu'on la vigne soit, en bonne santé, pour produire des raisins qui sont bons et pour finaliser un vin qui est bon. Sans raisin, bon, on arrive difficilement à faire un vin, très agréable et vraiment un vin, d'exception. Donc ça, c'était aussi, ma passion. Comme je vous l'ai dit, à l'âge de 14 ans, j'avais pris la décision de travailler dans le milieu viticole et j'avais quand même une sensibilité végétale que j'ai toujours en moi. Je peux pas m'empêcher de regarder la vigne, Mmh. de surtout axé sur la vigne d'ailleurs, mais et cette sensibilité, je l'ai mis au service de propriétaires, de viticulteurs. Donc effectivement, je me suis mis à faire du conseil, global, vigne dans un premier temps, et après qui s'est étendu sur, gestion de propriété, pour en arriver, après au groupe, voilà, que nous avons monté, ici. Et donc comment ça se passe? Donc tu arrives il y a 10 ans, dans le groupe qui n'est pas un groupe de ce que tu me disais à l'époque, J'ai donc il y avait une seule une propriété? seule propriété, monsieur Stavenin, avait acheté en 2010, qui s'appelle le château Saint-Pé. Donc j'arrive dans ce groupe, Oh le là chât là, je on a regardais s'il voilà, était là, mais il est au on l'a milieu. eu on l'a au milieu. C'est vraiment le château d'origine, hein, où tout a commencé. Donc j'arrive en 2018. Ce château est géré, par une personne, mais qui gère avec beaucoup de prestataires. Hem, Beaucoup de travail à faire. En 1 an, je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce château a été, un petit peu mis de côté. Donc au bout d'1 an, j'en parle au propriétaire, monsieur Stevenin, qui me demande de m'impliquer un peu plus dans la structure, ce qui est fait, toujours en tant que consultant. Et puis, 2020, on lance des travaux à Saint-Pé. On a fait ma grosse partie de 2018-2020 au château de Saint-Pé a été, de remembrer des parcelles qualitatives. Voilà, toujours dans l'optique pour faire un vin d'exception, il faut du raisin Mmh. d'exception et des parcelles, effectivement d'exception. Donc nous avons investi dans des parcelles qui sont en pile coteaux, voire en coteaux, puisque le château de Saint-Pé est dans la plaine. Une fois ce travail effectué, les bâtiments étaient assez désuets, et donc il nous semblait important de redonner aussi au château Saint-Pé, ses notes, de noblesse, et aussi, dans le chai, d'avoir un outil efficace. Donc nous avons entamé des travaux au château de Saint-Pé. 2020, le covid est passé par là. Nous avons, mis, 2 ans de plus, hein, donc on a inauguré en 2024. Et suite à cette aventure aussi, en parallèle de cette aventure, pardon, j'étais aussi consultant donc dans le château qui vous accueille aujourd'hui, pour les anciens Mmh. propriétaires. Et donc il m'avait, déjà, parlé qu'il souhaitait, vendre, le château du Sac et le château Vieux-Maillé, qui est un Pomerol.
mais ils étaient pas encore sûrs. Donc, j'ai œuvré pendant 2 ans à mettre tout le monde autour de la table et à trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait une passation. Et donc, en 2022, septembre 2022, nous avons acheté donc le château du Sac et le château Vieux-Maillé, et nous avons montré le groupe Sarment Vignoble. Qui, dans lequel on est aujourd'hui. Donc pour reprendre l'historique, donc Vieux-Maillé, c'est juste là, c'est à Pomerol. Oui. Et Château de Lussac, Voilà. c'est sur les côtés. Saint-Jean-de-Lavaux et Cantrot, je vois que c'est Pomerol aussi. Alors voilà, en fait, pour vous expliquer un petit peu effectivement les vins que nous avons derrière. Aujourd'hui, nous accueillons Château du Sac, donc il est ici. Château du Sac, c'est notre vin phare, et après nous avons développé un deuxième vin, le Marquis du Sac, qui est un vin beaucoup plus sur le fruit. Okay. Le Château du Sac est un vin, on va dire, plus traditionnel, avec passage barrique, voilà, élevage un peu plus traditionnel, alors que le Marquis est un élevage zéro bois et beaucoup plus sur le fruit au niveau vinification. Le Château Saint-Pé, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Là, on est sur un élevage traditionnel plus parce que je vous accueillerai au château de Saint-Pé avec grand plaisir. Nous avons aussi une partie développement au château de Saint-Pé. Donc on a un cuvier de développement. Okay. Donc on est en train de chercher aussi, de trouver un moyen d'utiliser moins de barriques. Dans une démarche aussi du ciment, de l'inox, du ciment, l'inox, d'autres, voilà, des amphores, tout à fait, ou des alors pour l'instant on n'a pas essayé le verre, mais ou des gros contenants en barrique, des foudres, voilà, pour diminuer aussi effectivement et un peu moins impacter la planète sur le bois. Voilà, ça c'est l'idée. Saint-Jean-de-Lavaux, donc c'est une appellation la Lande de Pomerol. On a 90 arts. C'est une toute petite parcelle. Okay, ouais. Pourquoi cette parcelle, on la garde? C'est une parcelle où il y a des pieds qui ont plus de 80 ans. Oh, wow. Donc ils sont là depuis la gelée de 56. Il y a une petite anecdote sur cette parcelle qui est assez intéressante. Quand j'ai repris en 2022, les anciens vinificateurs vinifiaient cette parcelle, à la particularité d'avoir du mélange des plusieurs cépages. Okay. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Ils vinifiaient tout en même temps? Non, ils séparaient la vinification. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 50, après la gelée 56, il n'y avait pas forcément tous les cépages disponibles, donc les propriétaires plantaient ce qu'ils avaient de disponible. Et donc, première année, on a vinifié effectivement comme eux, tout ensemble. J'ai été assez déçu du résultat. Pourtant, la parcelle est vraiment sur un terroir qualitatif, graveleux, et les pieds sont vraiment magnifiques. Et donc, sur 2023, nous avons décidé de tout vinifier en même temps et de trouver la bonne date entre la maturité des merlots et des cabernets, ce qui est assez joueur à faire. Et depuis, le vin s'exprime complètement différemment. Ce qui est étonnant, parce qu'on peut se dire qu'en vinifiant séparément les différents cépages, on a plus de précision sur les dates de vendange, etc. Mais en fait, peut-être que c'est la parcelle qui a envie de s'exprimer. Peut-être que c'est la parcelle, et peut-être que effectivement l'ensemble des pieds de cette parcelle, qui cohabitent depuis entre 50 et 80 ans chacun, ont envie de s'exprimer ensemble. C'est vraiment l'idée que je me suis fait, et je me suis dit on va essayer, et en fait c'est la bonne technique. Voilà. Château Cantrot et Château Vieux-Maillé, donc quand nous avons racheté Vieux-Maillé en 2022, sur le Château Vieux-Maillé, nous avons 2 terroirs différents. Les anciens vinificateurs vinifiaient tout sur le même tout ensemble en fait, d'accord? On n'avait qu'un seul vin. L'idée, ça a été de séparer les terroirs pour justement avoir plus de précision. Donc Cantrot sont des terroirs un peu sablonneux, graveleux, et Vieux-Maillé, on est sur le plateau de Pomerol, argile bleue, on est à 200 mètres de Château-Gazin et à 500 mètres de Pétrus, donc on est vraiment sur le plateau de Pomerol. Voilà. Et pour renforcer cette idée de séparation de terroir, en 2023, nous avons fait l'acquisition sur Vieux-Maillé de 4 hectares de la fleur Pétrus. Okay. Pour renforcer encore ce terroir argileux, bleu et graveleux. Alors, comment ça se passe justement quand on fait... déjà, merci pour cette description. J'espère qu'on aura l'occasion de déguster peut-être juste après, si le timing nous le permet. Mais c'est Marine derrière la caméra qui décide de notre avenir. Marine, alors
Comment ça se passe quand on fait, l'acquisition, comme ça successive de différentes propriétés? Bon, toi, ça a été, c'est toujours d'ailleurs une partie de ton métier d'identifier ces propriétés, de comprendre, leur fonctionnement, sûrement les points d'amélioration pour, je suppose que tu identifies, rapidement certains points qui peuvent être, utilisés pour, en fait, renforcer la valeur d'un endroit, très vite. Mais donc comment est-ce que tu fais pour, poser ce diagnostic et te dire: «OK, ça pourrait faire partie du groupe, c'est une bonne opportunité», ou ça, à l'inverse, c'est un peu plus enfin, peut-être pas plus difficile, mais en tout cas plus compliqué à intégrer Tout à pour fait. nous comment est-ce que tu Alors, identifies ces la clé pour identifier, il faut déjà, connaître, vraiment, les personnes avec qui, l'envie des personnes avec qui on va travailler, des investisseurs ou les propriétaires, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre là où ils souhaitent aller. Voilà, ça c'est la première clé et je reviens sur ma sensibilité du vignoble. En fait, sur un vignoble, assez rapidement, en visitant, des vignobles, je peux m'apercevoir des points d'amélioration, comme tu disais, très rapidement. Je les vois très rapidement. Et à contrario, je peux aussi m'apercevoir sur des propriétés, des points négatifs qui seront compliqués, à redresser. Donc ça, c'est vraiment la 1re visite, dans des acquisitions de vignobles. J'en fais encore en ce moment. La première impression, au bout de 2 heures, suffit à savoir, si on souhaite, poursuivre et s'intéresser, au dossier ou si on arrête de suite. Et ensuite, vient, d'essayer de comprendre, la structure, la mmh, propriété. Une fois qu'on a établi les sols, une fois qu'on a établi, qu'on comprend un petit peu tout ça, d'essayer de chercher un peu plus loin et effectivement de chercher où la propriété se positionne, et qu'est-ce que nous on peut y apporter. Voilà. que quel constat est-ce que tu portes aujourd'hui sur justement, l'environnement, bordelais de manière générale? On entend beaucoup que, c'est un moment qui est difficile, pour, beaucoup d'endroits. Je suppose que c'est aussi dans ces moments qu'il y a des opportunités qui peuvent apparaître? Oui, alors tout à fait. C'est effectivement dans ces moments-là où il y a des opportunités qui peuvent apparaître. Comme je te l'ai précisé, le groupe est en ce moment aux achats, effectivement. Pourquoi? Parce que nous, on croit vraiment dans l'histoire du vin. Ça fait 4000 ans qu'il y a du vin qui existe, donc je pense qu'on va continuer à produire du vin. Voilà, ouais. Différemment, mais on va continuer à en consommer dans le monde entier, différemment, effectivement. Donc voilà moi ma façon de penser, je crois toujours au projet, vin viticole et effectivement en ce moment c'est une période très compliquée sur Bordeaux, dans le monde entier parce qu'on parle de Bordeaux, mais c'est une Mmh. période Dans beaucoup de régions, compliquée, c'est compliqué, ouais, ouais. voilà et un changement je pense de consommation et des consommateurs, hein, au point de vue alcool. Donc il faut effectivement, se diversifier, il faut également, s'adapter, aussi aux consommateurs, hein. Peut-être qu'à Bordeaux, on s'est pas adapté assez rapidement aux consommateurs. Je reviens d'un voyage des États-Unis qui m'a permis aussi de comprendre, les consommateurs, de l'autre côté de l'Atlantique, aussi de ce qu'ils attendent. Voilà, on est peut-être aussi Bordeaux trop focalisé sur ce qu'on savait faire. C'est peut-être intéressant d'essayer de voir d'autres pistes et d'établir d'autres pistes. Justement au château de Bussac, sur 2026, donc cette année, nous allons planter un cépage italien. Pour OK. l'instant, je vous tais le nom, vous l'apprendrez, pour, aussi essayer de faire des vins. Je vous ai dit le Marquis du Sac est un vin très fruité, très intéressant, heu, à boire et à goûter, mais, on est quand même sur un merlot et je pense que le goût des consommateurs, a changé. On aura toujours des vins haut de gamme comme Pomerol ou Saint-Émilion Grand Cru qui, eux, en resteront pour les vins plaisir, le dimanche, les repas en famille, des choses comme ça. Mmh. Et après sur des appellations satellites dites comme Lussac, peut-être qu'il faut se poser d'autres questions et explorer d'autres pistes. Voilà. Donc ça, c'est le projet, 2026. En 2025, on a planté sur Lussac des chenins blancs aussi. OK. Voilà, où ils vont, on a fait notre première récolte puisqu'on a surgreffé, pas planté pardon, les chenins blancs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le surgreffage? Je veux bien une explication, supplémentaire. Le surgreffage consiste en fait où, on a un pied de vigne, donc on a le porte-greffe qui est la Ouais, base, plus le greffon qui était du merlot, et consiste à mettre un autre, greffon de notre cépage et OK. on garde, tout le système racinaire et toute l'implantation de pied. Plusieurs, avantages à ce système, c'est que
dès la première année et la deuxième année surtout, vous commencez à produire qualitativement, puisque vous avez tout le système racinaire qui est déjà en place, plutôt qu'une plantation qui met 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans à produire des choses qualitatives. Voilà, donc c'est intéressant, et on garde le matériel végétal d'origine, surtout le porte-greffe. Je savais pas que c'était possible, c'est incroyable. Voilà, c'est une technique qui arrive, qui a toujours existé, hein. Justement, après la gelée de 56, il y a beaucoup de propriétés qui ont été sauvées grâce à cette technique, puisque les pieds avaient gelé et s'étaient séparés en deux au niveau du haut du tronc, et donc on récupérait le bas du tronc. Et pour la petite histoire, nous, c'est une entreprise mexicaine qui vient de nous faire ça, voilà, qui vont pas tarder, dans quelques jours, venir incroyable. à Lussac. Parce que c'est eux qui ont le savoir-faire. C'est eux qui ont le savoir-faire, nous on l'a perdu. Et c'est eux qui ont le savoir-faire, et ils ont un taux de réussite de 99%, ce qui est assez c'est énorme. Énorme pour le greffage. Enfin, désormais, le greffage, c'est quand même très... Enfin, c'est plus à l'ancienne où on coupe avec un couteau. C'est toujours à l'ancienne. Ah, c'est vrai. C'est toujours à l'ancienne, parce qu'en fait, il est important d'arriver, de voir où sont les flux de sève, comment est formé le pied, et en fait le greffeur c'est lui qui prend l'option d'où il va avec son couteau ouvrir, mettre le greffon, refermer. C'est toujours à l'ancienne. Ah oui, parce que moi j'avais vu des photos justement de greffage, mais c'était sûrement mécanique, mais on avait l'impression de voir une pièce de puzzle s'imbriquer. Mais effectivement, c'est peut-être un peu trop standardisé comme fonction. Tout à fait, et le taux de reprise est moins important. Ok. Voilà. Ok. Ouais, donc ça va plus vite à faire, ça doit coûter moins cher, je suppose, d'avoir quelqu'un qui fait ça à la chaîne, mais ok. Justement, revenons un peu sur l'histoire du château de Lussac dans lequel on est. Donc tout à l'heure, on est arrivé par la cuisine. Je pense qu'on vous mettra des photos ou des vidéos, quoi qu'il arrive, il y en aura sur notre Instagram. Donc une cuisine qui est formidable, une cuisine à l'ancienne avec des beaux ustensiles en cuivre. Enfin, une cuisine à la Cornuche. Au-delà on reviendra sur la gamme, le vignoble et tout ça, mais au-delà de ça, vous avez aussi un projet d'hospitality ici. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu justement ce que vous avez fait et quel est le projet ici au Château de Lussac? Donc le projet au Château de Lussac, quand nous avons racheté en 2022, le Château de Lussac était privatif. Donc était aux anciens propriétaires, et l'idée est venue très rapidement. On s'est dit, on a un lieu magnifique, celui va nous servir également pour pousser nos vins également. C'est un lieu d'exception, hein. Donc on a réouvert rapidement les chambres d'hôtes et 5 chambres d'hôtes qui existaient déjà, mais qui étaient dans une aile du château. Puis nous avons monté une société d'événementiel, qui maintenant fonctionne très bien. Nous accueillons pour les mariages, nous accueillons pour les séminaires, nous accueillons les chambres d'hôtes. Voilà, donc on est ouvert toute l'année. Et c'est une manière également de promouvoir nos vins et nos marques. Ouais, parce que je suppose que si tu te maries ici, c'est cool de prendre les vins, les vins du château ou du groupe. Tout à fait. Si vous venez vous marier ici, vous avez le choix de prendre les vins du groupe. On les impose pas, mais pour le moment, tout le monde les prend. Et puis en plus, vous pouvez faire une dégustation, une visite privative avec vos invités, et ça fonctionne assez bien. Et donc tu nous disais, piscine qui a été construite aussi, terrain de paddle. Piscine, terrain de paddle, vélo électrique à disposition, avec une petite application qui s'appelle la bulle verte, qui vous permet de partir de chez nous et d'aller sur des lieux bien précis avec des explications. Vous êtes géolocalisé en permanence, donc, et de découvrir le paysage qui nous entoure, et également Saint-Émilion. Très chouette. Bah, si vous cherchez des plans pour les prochaines vacances, ou si vous vous projetez de vous marier dans les prochains mois ou prochaines années, je pense, parce que tu disais que c'était déjà bien rempli. Le planning 2026 26 est plein, et le 27 est quasiment plein. Ouais. Bon, bah alors si vous vous mariez en 2028, vous savez où venir. Pour revenir sur le groupe, donc 3 propriétés bordelaises, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut dire avec différents vins, une différente gamme. Est-ce que vous vous projetez ailleurs que Bordeaux, ou pour l'instant ta vision c'est très Bordeaux et ses alentours? Alors on se projette ailleurs, on se projette sur la Bourgogne, éventuellement, quelques vins de Loire aussi. Ouais.
Stèle sonore, on pourra... Tout à fait, c'est un peu l'idée, voilà. Je vous disais tout à l'heure aussi que c'est important de comprendre les envies, des propriétaires, et aussi le propriétaire, apprécie beaucoup les vins blancs et effectivement les Bourgognes et les vins de la Loire. Donc c'est aussi important de s'imprégner de ça. Donc on regarde aussi des propriétés sur l'Italie. Je vous ai parlé de l'Italie. Moi, je suis assez, convaincu, que ces vins-là vont fonctionner les prochaines années. Bah, les vins italiens, on la cote, ouais. Enfin, moi, de ce que je vois, nous, on habite à Hong Kong et on voit pas mal de vins italiens dans tous les ans et à tous les niveaux de qualité, en fait. Tout à À fait. la fois des trucs pas super chers quand t'es au resto de manière conviviale, en mode juste pour se partager une bouteille, comme des trucs dans des bars à vin vraiment haut de gamme où t'as des sélections incroyables. Donc, je pense qu'il y a potentiel de faire beaucoup de choses en Il y a Italie. une belle gamme et donc la décision sur Lussac, sur cette année est de planter donc un cépage italien plutôt pour faire, la qualité intermédiaire. Mmh. Tout à fait, un peu plus, la qualité un peu plus on s'assoit dans un bar, on ouvre une bouteille à 17h-18h et sur 2028, de planter un cépage, italien mais plutôt de garde. Voilà, OK. pour avoir aussi, le panel entre les 2 et pouvoir toucher un public, différent et plus large. Tu mentionnais dans l'introduction donc on était à Lussac. On dit souvent que c'est un satellite. Oui. Donc on en parle sous-entendu de Saint-Émilion. Donc il y a l'appellation Saint-Émilion et autour il y a d'autres appellations qui sont un peu moins connues, plus accessibles aussi. Tout à fait. Lussac en fait partie, montagne, Puisguin. exactement. Hem Un des avantages, je suppose, c'est que ça fait partie des choses que tu peux faire. Planter un cépage italien à Lussac, planter un cépage italien à Saint-Émilion, je pense que c'est un peu plus. On peut le faire, Tu peux le faire, mais bon, tu déclasses ton vin, donc. on déclasse, voilà, le vin, tout à fait. Alors à Lussac, on va déclasser également le vin, Ouais, bien sûr. Ouais. puisque, on va passer en vin de pays, mais effectivement, la valeur Le ajoutée, bénéfice de l'appellation on est est d'accord, différent. Ouais. tout à fait. Donc ça, c'est un des bénéfices, mais est-ce que tu peux justement nous parler de ces satellites? Pour moi, c'est un des endroits où on peut trouver des excellents rapports qualité-prix Exact. pour les consommateurs, parce que en fait, enfin, les terroirs sont excellents. Le fait qu'il y ait l'appellation Saint-Émilion à côté fait qu'il y a un contraste de reconnaissance, donc forcément, le marché appréciant beaucoup les vins de Saint-Émilion, les vins à côté sont sous-appréciés, donc en fait, c'est une bonne affaire entre guillemets pour les Tout à fait. consommateurs. Oui. Mais est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ces satellites et de la vision que tu as pour ces satellites? Alors les satellites, effectivement, sont en concurrence entre guillemets «directe» avec les vins de Saint-Émilion, hein, puisqu'ils ne sont que des satellites. Par contre, ils ont des terroirs magnifiques, hein. Là sur, Lussac, on est argilo-calcaire, donc on est sur un terroir qui ressemble, fortement et qui est de la même ère crétacée que Saint-Émilion. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc, potentiellement, on peut produire les mêmes vins avec quelques petites différences. Là, on est à un taux de fer qui est un peu plus important que Saint-Émilion, mais qui est avantageux pour certains paramètres dans le vin, notamment pour les pH, Mmh. où on peut avoir des pH qui sont plus intéressants sur Lussac que sur Saint-Émilion. Je pense que ma vision des satellites, il faut que les satellites, ce qu'on est en train de faire nous également, de se réinventer. Faut pas tout miser effectivement, comme ça a été le cas ces dernières années sur la production de vin. Je disais que nous, sur Lussac, on va planter donc cépage italien. Il y a 3 autres gros projets. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets. Ouais, c'est ce que je vois. On n'aura pas le temps de parler de tout ce que je fais, mais je développe pas mal d'inventions, de matériel. On pourra parler un petit peu de drones, ce que j'ai mis en place avec la société Chouette depuis 2016. Reconnaissance des maladies. On a fait un petit pont tout à l'heure, mais on verra si on a le temps d'en Ouais. parler. Sur Lussac, il y a 3 projets, qui me tiennent à cœur là et que je vais mettre en place dans les 2-3 ans qui arrivent. Donc, la partie vin, comme cépage, italien. Il y a la partie, aussi, j'ai envie qu'on aussi on étoffe notre gamme. Il y a le gin qui me paraît très intéressant, Mmh. à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'on peut récupérer du marc de raisin et Mmh. en faire du gin avec éventuellement ou faire d'autres alcools. L'idée, c'est de récupérer notre marc de raisin, de le faire distiller, de le ramener sur place au château Lussac et également de planter sur des terrains, que nous avons, aux alentours,
des herbes, en fait, et de pouvoir faire un produit 100% entre guillemets château de Lussac. Très chouette. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en cours sur 2026 et qui arrivera, je pense, à terme en 2028, ça. Voilà, et le projet qui est en cours fin 2026, comme tu me le disais tout à l'heure, on est dans une crise du Bordelais, hein. On est passé en gros de 90% de ventes globales de production annuelle à 30%. Ah ouais, Voire 50%, wow. 30% sur les satellites et 50% sur les autres appellations un peu plus élitistes, on va dire. Donc à Lussac, j'ai pris la décision d'arracher sur les 30 hectares, 12 hectares sur 2026. Et j'avoue que je me suis beaucoup intéressé et beaucoup creusé la tête à savoir ce que j'allais faire. Ça a occupé pas mal de mes nuits, ça. Parce que ça fait de la place et il faut en faire quelque chose. Tout à fait. Et puis dans ma vision de la végétation, du végétal, je ne voyais pas ces terrains rester sans occupation. Donc j'ai trouvé, la décision a été prise de fin 2026, donc de planter à peu près 6 hectares de noyers. Ok. Pourquoi ? Parce que derrière, il y aura un projet huile, il y a un projet broc de noix, enfin il y a pas mal de projets que j'ai en tête que je souhaite mettre aussi en route avec ça, et ça occupera aussi le terrain, et ça donnera d'autres... on va repartir sur une polyculture également, sur les satellites. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire, mais je pense que c'est important. Entre guillemets, c'est ce qu'il y avait il y a 30 ans sur les satellites. Les satellites faisaient des polycultures. On avait de l'élevage, il y avait des céréales. Donc on va repartir sur une sorte de polyculture, et puis on va mettre aussi des chênes truffiers parce qu'on a le sol qui s'y prête. Voilà, donc ça c'est aussi le projet 2026. Donc vous voyez, on a pas mal de projets en cours. Très chouette. Mais alors je sais plus avec qui j'avais parlé de chênes truffiers comme ça. Je crois que c'était avec Yvan Massona dans la Loire. Oui. Et en fait, il me disait que en gros, il y a plusieurs techniques. Toi, en tant qu'agronome, tu dois mieux voir de quoi je parle. Mais il me disait qu'en fait, il y avait une technique en particulier où si tu te débrouillais bien, tu avais 90% de chance de produire des truffes assez vite en fait. Tout à fait, oui, oui. Alors la condition principale, c'est d'avoir le terroir, hein. Ouais. Effectivement. La condition est Une fois qu'on a le terroir, qu'on sait qu'on a le terroir, il y a effectivement quelques techniques assez faciles où dès la 4e année, on peut commencer à récolter effectivement des truffes. Voilà. Très chouette. Truffes, gin, vin. On est venu un tout petit peu trop tôt à la rencontre. À votre rencontre, on aurait dû venir dans quelques années. Ça aurait été l'occasion de dîner assez rempli. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui te tiennent à cœur en particulier ? Alors, j'ai un petit peu lancé le sujet il y a des drones, il y a 5 minutes. Juste avant, ouais. Dans mon parcours effectivement de jeunesse, je vous ai dit sur la propriété familiale, je tournais un petit peu en rond parce que j'avais des choses qui me paraissaient évidentes et qui n'étaient pas développées, et je me disais: «Mais pourquoi on ne se sert pas des nouvelles technologies pour nous aider dans la viticulture, alors qu'elles sont devant nos yeux?» Elles servent aux céréaliers, elles servent à plein de secteurs, mais pas au secteur viticole. Donc quand je me suis mis à mon compte de consultant, j'ai rapidement essayé de faire connaissance avec d'autres secteurs. Premier secteur, c'est un capteur infrarouge qui permettait de voir au niveau colorimétrie la feuille. Ok. Donc en fonction de la couleur de la feuille, voir si le végétal était entre guillemets en bonne santé. Voilà, après il y a d'autres paramètres derrière. Et puis sur la région de Bordeaux, je vais pas vous apprendre qu'on a un souci. La plus grosse maladie qui nous pose problème en fonction des saisons, c'est le mildiou. Le mildiou, ouais, bien sûr. Quoique maintenant, il n'y a pas que le Bordeaux. Ouais. Mais effectivement, parce Bordeaux, qu'il pleut beaucoup. il pleut beaucoup ici, sur une période effectivement assez courte, et puis avec un climat océanique qui est très propice à ce champignon. Donc en 2016, j'ai fait la rencontre de la société Chouette, qui cherchait à développer un drone. Et en fait, l'idée, c'était le drone survole les hectares de vignes. On a une caméra. La caméra regarde si elle détecte du mildiou, elle prend des photos. Et derrière, à l'époque, c'était déjà le début de l'IA, l'algorithme neuronal. On peut dire mildiou, pas mildiou. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était l'origine du produit.
Et donc du coup, ils ont fait appel à moi pour calibrer la machine sur mon expertise. Donc dans plusieurs cépages, plusieurs régions, donc c'était très intéressant. On a mis 3 ans pour calibrer la machine, véritablement, pour avoir un taux de réussite de plus de 80%, ce qui est plus que satisfaisant. Et après, l'idée ne s'est pas arrêtée là. Je vous ai dit, j'étais conseiller phyto, donc je me suis dit, pourquoi pas trouver un système qui permette aux vignerons de réintégrer une cartographie dans son tracteur et de pouvoir traiter les pieds qui ont des mildiou et les pieds qui en ont pas, de faire une séparation. Donc c'est aussi un projet qu'on a mené ensemble, pour réintégrer une cartographie de préconisation, où justement le matériel est 100% autonome. Le chauffeur n'a qu'à conduire et en fonction de la pression et des risques que vous souhaitez prendre, et de la pression et de environnement, du moment climatique, on va dire, la pulvérisation peut traiter ou pas traiter. Voilà. Donc plusieurs bienfaits pour moi sur cette technologie. Le premier, la nature. On en revient toujours. On ne traite que s'il y a besoin et la dose qu'il y a besoin. Et le second, économique, tout de même, puisqu'effectivement, on arrive à faire des économies de l'ordre de 30 à 60% en fonction des millésimes. Voilà. Et aussi, chose qu'on a découvert surtout sur 2024, où il y a eu une grosse pression de mildiou dans le Bordelais, où des vignerons ont perdu quasiment 100% de leur récolte. On s'est aperçu qu'avec cette technologie, on repérait très rapidement les symptômes de mildiou, donc très rapidement, on pouvait traiter les pieds malades, qui empêchait de propager aux autres pieds. Donc, sur les propriétés du groupe Sarment Vignoble en 2024, qui utilisait cette technologie, nous avons fait le rendement pratiquement butoir. Impressionnant. Voilà. Impressionnant. Bah ça fait partie des nouveaux usages de la technologie, les drones combinés à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis la partie carto est super intéressante. On vous mettra les liens pour les professionnels qui nous écoutent dans la description, puisque ça peut toujours être utile dans toutes les régions. Pour l'instant, c'est que mildiou qui est calibré. Non, alors non. Depuis, on a fait du chemin. Mildiou, il y a une partie black rot, une partie odium, une partie bois, maïs du bois. Il y a flavescence dorée. Ça concerne pas mal de cas. Et il y a aussi un service qui est pas mal qu'on a développé ensemble, un RIO en fait pour calculer son RIO et pour aider justement les vignerons à comprendre quel est l'intérêt de se servir de cette technologie également. Ok. Et ben on vous mettra tout ça dans la description. Anthony, merci beaucoup pour cette discussion. Pardon, c'était un plaisir d'en apprendre un peu plus sur Château de Lussac et sur Sarment Vignoble. Il me reste 3 questions qui sont traditionnelles. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander ? Oui, alors un livre que je recommande, c'est l'Atlas des vins. Ouais. Je trouve que ce livre est intéressant parce que nous montre un petit peu une cartographie française et ce qui s'est passé sur cette cartographie avec les différentes époques, donc c'est assez intéressant. Très chouette. Pareil, je vous mets les liens dans la description. Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente ? Alors ma dégustation coup de cœur récente, elle est de la semaine dernière, vendredi dernier précisément, Château Coutet, Saint-Émilion Grand Cru, qui est vraiment intéressant. C'est une parcelle vieille vigne également, qui travaille entièrement au cheval, avec des anciennes techniques et grappage à la main, et ça donnait un vin tout à fait fabuleux. Très chouette, on essaiera de trouver une bouteille de chez eux. Et pour finir, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer ? Tu me poses une colle. Je pense que... Alors, si on parle de ma dégustation coup de cœur, je pense que ça va être intéressant d'interviewer le propriétaire de ce domaine. Eh ben, c'est noté. On ira essayer de pousser les portes de Château Coutet. Si vous voulez voir cette prochaine interview, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez cet épisode à au moins 2 personnes qui doivent découvrir les vins de Lussac et les satellites de Saint-Émilion. Je pense que c'est une bonne conclusion. Et de Pomerol. Et de Pomerol, bien sûr. Allez découvrir les vins de Pomerol, c'est toujours
un petit peu plus confidentiel, mais c'est toujours un grand plaisir. Anthony, merci beaucoup pour cet accueil et pour cette discussion. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans les prochaines années. Quand j'achèterai moi-même un domaine viticole, je t'appellerai. Avec plaisir. Merci à tous et toutes d'être là. À bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Parfait. Voilà. Ouais, parfait, je sais pas, tu me diras, mais... Non, c'était chouette.